Être ou ne pas être obèse, telle est la question. Faire le diagnostic d'obésité est facile et c'est peut-être là un premier piège. On définit l'obésité comme un excès de masse grasse susceptible d'avoir des effets néfastes sur la santé. On estime que la masse grasse correspond environ à 15% du poids du corps chez l'homme jeune et à 25% du poids du corps chez la femme jeune, même si ces valeurs de référence font débat aujourd'hui. Les mesures directes de masse grasse ne sont pas accessibles en pratique courante, ce qui a conduit à l'utilisation de l'IMC, l'indice de masse corporelle, un indice de corpulence. Vous savez tous calculer l'IMC. Poids divisé par taille élevé au carré, poids en kilos, taille en mètres, avec la notion de seuil à 30 à partir duquel on observe une augmentation significative de la morbimortalité cardiovasculaire dans les études épidémiologiques. Un petit rappel des valeurs seuil et deux petites remarques. Tout d'abord, si l'obésité est un excès de poids, c'est un surpoids dans le langage courant. Mais le terme surpoids, dans le jargon médical, est réservé aux IMC entre 25 et 30. Pour être cohérent, il est donc préférable de parler d'excès de poids et non de surpoids face à un patient si on souhaite éviter la confusion sans utiliser le terme obésité. Ensuite, petit focus sur les IMC supérieurs à 35 qui correspond à l'obésité dite morbide. Le terme obésité est déjà très fortement connoté négativement aujourd'hui et n'est plus seulement un diagnostic médical. L'étiquette diagnostic obésité morbide est dramatiquement chargée et donne aux patients le sentiment d'une situation catastrophique. Très souvent aussi, nous soignants, nous utilisons ce terme pour faire peur aux patients dans l'espoir de le faire réagir. Ça ne marche pas du tout et ça augmente sa détresse. Il est donc préférable d'utiliser le synonyme d'obésité de grade 3. Alors, d'un point de vue épidémiologique, l'IMC est un indicateur simple, devenu une référence internationale. C'est simple, on observe l'augmentation du risque et on décide du seuil et tout est joué. Mais tout ça, c'est trop simple. En effet, c'est une relation statistique, épidémiologique, qui définit aujourd'hui l'obésité. Et si cette définition a un intérêt en termes de santé publique, c'est-à-dire sur des populations à risque, elle est prise en défaut par la très faible valeur prédictive positive de l'indice de masse corporelle. Et au cas par cas, diviser un poids par une surface est un pâle reflet de la santé réelle d'un individu. Depuis plusieurs années, les scientifiques soulignent les limites de l'utilisation de l'IMC. Que peut-on reprocher à l'IMC ? En premier lieu, un même IMC peut correspondre à différentes compositions corporelles et au final à des niveaux de masse grasse très différents. On peut déjà souligner qu'un même IMC dit normal correspond à 25% de masse grasse chez la femme et seulement 15% chez l'homme, la proportion normale de masse grasse étant différente selon le sexe. Qui plus est, on observe que la relation entre IMC et pourcentage de masse grasse n'est pas linéaire, surtout pour les valeurs hautes d'indice de masse corporelle. Autre remarque, vous savez sans doute que la composition corporelle évolue avec l'âge, même chez les sujets dont le poids, donc l'IMC, reste stable. Entre 30 et 70 ans, la masse musculaire diminue d'environ 50% et grosso modo, entre 25 et 50 ans, la masse grasse augmente de 10 kg, même chez les sujets de poids normal. Ainsi, à IMC égal, la masse grasse augmente avec l'âge au détriment de la masse musculaire, comme illustré sur ce tableau sur lequel on retrouve des tranches d'âge en abscisse et la proportion de masse grasse en ordonnée pour des groupes de sujets dont l'IMC est identique. Et on voit bien que la proportion de masse grasse augmente avec l'âge. Alors, petite parenthèse, il faut savoir que les relations entre corpulence et santé chez le sujet âgé sont complexes, raison pour laquelle il n'existe à ce jour pas de définition de l'obésité après 65 ans. On calcule bien l'IMC, mais on ne catégorise plus l'excès de poids après cet âge. Je vous propose ensuite un exemple explicite d'indice de masse corporelle identique pour des compositions corporelles différentes. 30,6, c'est un IMC qui classe un individu en obésité de grade 1. Eh bien, c'est l'IMC de Chabal, 113 kg pour 1m92. Intuitivement, on peut considérer que la masse grasse de Chabal est plutôt limitée et sur le net, j'ai trouvé 8% de masse grasse chez notre star. Mais 30,6, c'est aussi mon indice de masse corporelle, 80 kg pour 1m62, et voici les résultats de mon impédance-métrie, avec, vous le découvrez, 40% de masse grasse. Certes, je ne suis pas très sportive. Chabal et moi sommes donc tous les deux obèses au sens de l'IMC, avec des compositions corporelles profondément différentes, alors que notre indice de masse corporelle est identique. Petite parenthèse, un bon impédance-mètre doit donner une mesure de l'ensemble du corps et pas seulement des membres inférieurs. Enfin, le calcul de l'IMC peut être faussé dans des situations pathologiques telles que la présence d'œdème ou d'acite. Et dernière remarque, il n'est pas adapté de calculer l'IMC pendant la grossesse, il est préférable de considérer l'IMC avant grossesse et la prise de poids gravidique. Moralité, il ne faut pas prendre l'IMC au pied de la lettre, ce n'est pas un indicateur idéal, gardons un bon sens clinique. Alors, si l'indice de masse corporelle est pris en défaut, que faire ? Eh bien, l'idée est de garder effectivement un bon sens clinique et de s'intéresser à la seconde partie de la définition de l'obésité, c'est-à-dire ses effets sur la santé. On a longtemps affirmé que l'obésité était associée à plus de maladies cardiovasculaires et plus de cancers. Aujourd'hui, ces affirmations sont à nuancer, un surrisque persiste, mais il n'est pas le drame statistique qu'on décrit. Tout d'abord, les liens entre obésité et maladies cardiovasculaires sont avérés pour l'hypertension artérielle, avec, vous le voyez ici, une association forte entre IMC et chiffre tensionnel.
En revanche, cette association est beaucoup plus faible avec l'infarctus du myocarde. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on calcule le score de risque cardiovasculaire, on ne mentionne plus le poids. Et si on s'intéresse aux données de mortalité, là aussi le surrisque est à nuancer. Si les taux augmentent sensiblement pour des IMC supérieurs à 35, ils restent tout à fait finalement comparables à ceux observés pour des IMC normaux entre 25 et jusque 35. Comme si finalement les vrais ennuis commençaient pour des IMC supérieurs à 35. Cette perception se confirme en pratique courante et dans notre expérience, l'impact réel de l'excès de poids ne s'observe pas de façon systématique. On pourrait finalement distinguer deux situations différentes. D'un côté, des sujets avec un IMC anormal mais sans retentissement de santé, et d'un autre côté, des situations d'obésité sévère. Dans notre pratique courante, 35 semble être un seuil assez pertinent. De fait, distinguer les obésités de grade 1 des obésités les plus massives apparaît pragmatique, et d'ailleurs, la méta-analyse de Flegall va dans ce sens. Donc l'idée est la suivante. Renoncer à vouloir normaliser de façon arbitraire un IMC. Il existe aujourd'hui des obésités au sens de l'IMC sans complications de santé ni retentissement psychologique, pensez juste à moi, qui à mon sens gagnerait à être respectées. En l'absence de comorbidité et si le poids est stable de longue date, vérifier que l'alimentation est intuitive et encourager plutôt la reprise d'une activité physique plutôt que de partir sur la recherche d'un amaigrissement. C'est finalement la présence de complications de santé qui sont à rechercher au cas par cas et qui devraient justifier une démarche pondérale. En gardant à l'esprit que si ces complications sont présentes, elles doivent impérativement faire l'objet d'une prise en charge symptomatique, sans attendre une hypothétique perte de poids. D'ailleurs, pas toujours facile à obtenir. Considérer que la perte de poids et le traitement de l'hypertension du sujet obèse, c'est retarder les soins, c'est pousser le patient vers des démarches restrictives, c'est l'exposer au risque de reprise de poids après régime, reprise de poids culpabilisée qui l'amènera peut-être vers une possible rupture de soins, l'aggravation de son hypertension et d'authentiques complications médicales de cette dernière. Pour élargir le débat, je me permettrai de vous faire part de mes réflexions après 25 ans de pratique. On remarque que la prévalence de l'obésité augmente en population, sur la foi des données OBEPI. Les conclusions sont alarmistes. Pour autant, notre espérance de vie augmente en regard. Alors, peut-être qu'un point de vue différent a sa place aujourd'hui sur cette problématique sociétale. N'oublions pas que la taille moyenne des individus a augmenté aussi d'environ 10 cm en 100 ans, c'est ce qu'on appelle la croissance séculaire liée à l'âge, et ça a été permis grâce à la mécanisation et l'amélioration des soins. La prise de poids observée en population n'est-elle pas adaptative, partiellement du moins? Alors, maladie réellement préoccupante ou adaptation structurelle d'une société en pleine mutation? La question mérite d'être posée. En conclusion, outre son caractère normatif, l'indice de masse corporelle implique une notion de poids idéal théorique qui sous-entend qu'il serait facile de modifier son poids, ce qui est faux. Évitons la dramatisation, notre espérance de vie augmente, notre qualité de vie s'améliore, veillons à préserver le bien-être psychologique de nos patients. L'expérience clinique nous amène à penser qu'il faudrait peut-être accepter d'avoir quelques kilos en trop et renoncer à les perdre pour éviter d'aggraver notre excès de poids. En cas de comorbidité, le message qui apparaît le plus important est le suivant. Traitons avant tout de façon symptomatique les comorbidités de nos patients obèses sans attendre une hypothétique perte de poids. Bien sûr, dans un second temps, il est souhaitable d'aborder la question de la contribution de l'excès de poids à la problématique de santé et d'orienter le patient vers un parcours de soins nutritionnels. Mais le traitement symptomatique prime sur la perte de poids hypothétique. Sommes-nous prêts, non soignants, à être plus tolérants ?